Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'insuffisance cardiaque, qui est une maladie moche, mais pour lesquelles nous avons fait énormément de progrès, et c'est ce qu'on va voir. Donc on ne fait plus ça. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique, fréquente et grave. En France, il y a à peu près 2% de la population qui sont atteints d'insuffisance cardiaque, mais on pense que ce chiffre est probablement doublé, parce que les gens ne consultent pas forcément avec les signes d'insuffisance cardiaque. Et c'est une maladie grave, puisque à partir du diagnostic, au bout d'un an, on est à 13% de mortalité, 2 ans, 27%, 5 ans, 43%, 10 ans, 65%. Et ça, c'est les chiffres en France, avec un traitement à peu près bien conduit. Je n'ai aucune idée des chiffres à Mayotte, je ne peux que les supposer. Alors pourquoi c'est une maladie qui reste grave alors que les laboratoires ont investi tonnes d'argent dans des molécules qui fonctionnent? Donc on a le problème de la tolérance des médicaments. Les patients, on parle pas forcément, donc ils ont tendance à arrêter les traitements sans nous en parler. Il y a l'inertie de la prise en charge, les difficultés d'accès aux soins, la complexité des recommandations et la non-observance des patients. Donc ici à Mayotte, on est d'accord pour dire qu'on a des problèmes majeurs pour l'accès aux soins, pour l'observance des patients. Là, je rappelle qu'il y a le meilleur site du monde, cardiomayotte.fr, qui permet d'avoir accès à des vidéos d'éducation thérapeutique. C'est pas moi qui les ai fait, donc ça bégaye pas sur la bande son, c'est bon. Et aujourd'hui, on va essayer de lutter sur l'inertie de la prise en charge et décomplexifier les recommandations grâce à ce superbe topo. Et puis pour l'observance, donc ce que je disais, quand on passe les films et que les patients comprennent pourquoi ils prennent leur traitement, généralement ils le prennent mieux. Voilà, ça c'était le diapo facile, donc maintenant il va falloir écouter, j'espère que vous êtes bien installés. La définition. Donc sur les recos SC 2021, ils nous ont encore changé la définition pour que ça soit plus simple. Donc on a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec moins de 40% de FVG, modérément réduite entre 40 et 50, et l'insuffisance cardiaque à FVG préservée avec plus de 50%. Mais si on a plus de 50% et qu'on est dyspnéique, ça ne veut pas dire qu'on est insuffisant cardiaque. Il faut quand même avoir une petite preuve, donc soit des pressions VG élevées à l'échographie, soit une cinétique de BNP en faveur d'une insuffisance cardiaque. D'accord? Parce qu'on était aux définitions, je vous ai remis la définition NYHA en français, parce que je la trouve assez jolie. Et rappelez que NYHA1, on n'est pas dyspnéique, grade 1. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dyspnéique, ok? Grade 2, c'est pour les efforts importants. Grade 3, on est clairement gêné dans la vie quotidienne, pour parler, pour faire son petit ménage, pour aller faire ses courses. Et grade 4, on ne peut plus rien. Donc, la définition d'insuffisance cardiaque, là je l'ai pompée sur Wikipédia, c'est la pompe cardiaque n'est plus capable de satisfaire les besoins de l'organisme. C'est une définition que je n'aime pas trop, parce que je la trouve incomplète. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, grâce à mes talents de dessinatrice. Le cœur, c'est une pompe. Elle récupère le sang dans le système veineux, c'est la précharge, elle pompe et elle rebalance tout dans la circulation systémique, c'est le débit cardiaque. Ok? Sauf que ça, c'est pas très bon non plus, puisque c'est une pompe discontinue. Donc, ce dessin, magnifique, c'est beaucoup mieux. Là, on a la précharge avec le retour veineux qui est stocké dans l'oreillette. Le cœur, c'est le petit bonhomme avec sa pelle. Il doit pelleter au-dessus du mur, qui est en fait la post-charge, donc la pression artérielle diastolique, pour aller envoyer son sable, mais en fait, c'est les nutriments, l'oxygène et tout, aux cellules qui attendent pour pouvoir travailler. Et alors là, attention, animation, incroyable. Donc l'efficacité du cœur, c'est le volume d'éjection multiplié par la fréquence. Et donc là, c'est la taille de la pelle multipliée par la fréquence de pelletage. Ok, donc la vraie définition, c'est quoi? C'est certes la non-satisfaction des besoins, mais et ou la surcharge en amont du cœur. Parce qu'en fait, on peut être en insuffisance cardiaque, être en surcharge, mais ne pas être en bas débit, ne pas être hypoperfusé, ou l'inverse, ou les deux. Et c'est important à comprendre, ça peut être dissocié. Donc voilà, on a refait la définition. C'est la pompe cardiaque n'est plus capable de satisfaire les besoins de l'organisme et ou s'engorge. On peut être en insuffisance cardiaque avec une FVG préservée, c'est-à-dire un cœur qui a l'air normal, mais qui déborde, soit parce qu'il est restrictif, donc les parois avec la vie sont devenues rigides, le cœur se remplit mal, et du coup c'est pas très efficace. Par exemple, vous voyez cette vieille pelle, on dirait que c'est une bonne pelle, en fait c'est pas très pratique pour pelleter. Ou alors on peut avoir des conditions transitoires, une hypervolémie, donc le cœur se retrouve submergé, des troubles du rythme, il pèle n'importe comment, ou une poussée de tension. Attention, nouvelle animation, le mur est monté,
à cause de la tension et du coup le cœur n'arrive plus à pelleter par-dessus et on perd en efficacité alors qu'il avait une bonne pelle et qu'il était plutôt gaillard. Ensuite, on a l'insuffisance cardiaque à FE altérée ou valvulaire, c'est-à-dire le cœur, lui, n'a pas du tout un fonctionnement normal et donc il peut avoir fait un infarctus, avoir une cardiopathie dilatée et donc là, le pauvre, il se retrouve avec une petite cuillère à la place de sa pelle, donc ça marche moins bien. Ou les cardiopathies congénitales avec des shunts ou les valvulopathies. Alors, je vous ai trouvé cette magnifique pelle à litière, mais on comprend bien qu'avec une IM grade 4, le cœur est moins efficace. Et alors là, c'est le moment important où il faut ouvrir les oreilles. On peut être insuffisant cardiaque stable, c'est-à-dire une pathologie même grave, avoir 10% d'FEVG, avoir un cœur tout pourri, mais grâce au bon traitement, être en euvolémie, ne pas avoir de signe de surcharge, être en NYHA1 avec un BNP à 10, aller faire ses courses et un débit adapté à ses besoins. Principalement parce que le patient, en prenant ses médicaments, en allant faire un peu de sport, etc., s'est adapté à son débit un peu pourri, les cellules en demandent moins, et donc il est là avec sa petite cuillère, et puis les cellules, elles travaillent normalement. D'accord? Ça, c'est possible. Ça, c'est un cas de figure. Et l'autre cas de figure, on peut être en décompensation cardiaque, avec une FEVG altérée ou non, complètement en surcharge vasculaire, et ou avec des besoins non satisfaits. Ok? Je suis hyper fière de cette diapo, donc j'espère que vous avez tout bien compris. C'est ma Alors, on va faire un petit résumé des signes congestifs, mais quand on a une insuffisance cardiaque gauche, on a la pompe s'engorge. Au début, la pression augmente dans l'oreillette gauche et dans les veines pulmonaires. Ça se voit pas cliniquement. Ça se voit à l'échographie ou ça se voit sur le BNP. Si on fait rien, ça continue, ça envahit les capillaires pulmonaires plutôt en bas et ça va se voir à l'effort parce qu'à l'effort on va demander 4 fois plus au cœur, donc là il n'y arrive plus, donc on est essoufflé à l'effort. Ensuite ça continue de monter, donc là on va bien le voir en particulier quand le patient est allongé parce que il va avoir de l'eau plein les bases et donc on va avoir l'orthopnée qui apparaît. Puis bon ensuite c'est plein d'eau, donc il respire plus bien, même au repos. Et si ça continue, ça submerge l'artère pulmonaire et donc ça submerge le ventricule droit, l'oreillette droite, les veines caves. Et on se retrouve avec les signes droits, la turgescence des jugulaires, l'hépatalgie et le gros foie qui fait mal et les transaminases qui montent, les œdèmes des membres inférieurs, la prise de poids, forcément il y a de l'œdème partout, donc poids, et de l'acide. Donc oui, j'ai piqué la photo d'un cirrhotique, mais ils ont de meilleurs acides. Important, on peut avoir une défaillance VD, simple, avec donc une surcharge de l'oreillette droite, tous ces signes-là, mais pas la surcharge gauche. Mais j'avais la flemme de refaire tous les petits coloriages. Ah là là. Donc juste là c'était pour les signes congestifs et ensuite il y a les signes de bas débit. Donc ça c'est avant le cœur et après c'est après le cœur. Il faut savoir quand même que le cœur droit et le cœur gauche c'est deux pompes qui sont montées en série ou en dérivation. Je me rappelle plus des cours de physique, mais enfin ils marchent ensemble et on peut pas avoir un bas débit d'un côté et pas de l'autre qui marchent ensemble. Ok? Donc quand il y en a un qui dysfonctionne et qui se met en bas débit, c'est un bas débit global. Enfin à moins d'avoir un shunt, un trou entre. C'est important donc de connaître les signes de bas débit ou hypoperfusion. Donc tout d'abord, il y a la froideur puisque la peau est mal irriguée, donc le patient est tout froid, il est fatigué. Le temps de recoloration est augmenté. Quand vous appuyez comme ça sur la pulpe des doigts, ça met longtemps à se recolorer. Ça met longtemps, moi aussi, à se recolorer. L'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, ça se voit sur la biologie. Le bas débit cérébral, généralement, ça se voit. Hein. Le patient, il est un peu obnubilé, il voit des chats, ça va pas. L'ischémie mésentérique fonctionnelle, je vous en parle parce que c'est hyper important. En gros, le patient hyper grave du cœur, qui a mal au ventre et qui monte ses lactates, il faut faire très attention. Parce qu'en fait, il est en train de nécroser de son intestin. Et ça, c'est vraiment un signe de gravité. En fait, le patient insuffisant cardiaque, souvent, il est bien adapté à son débit bas. Et donc, il va pas facilement monter les lactates. C'est pas comme un choc septique qui allait bien. Et d'un coup, hop, on lui diminue son débit. Et là, tout va dysfonctionner. Il va monter les lactates en flèche. Là, le patient, il est habitué. Donc, vous lui diminuez un peu plus son débit, les lactates, ils vont monter lentement. S'il commence à monter en flèche et qu'il a mal au ventre, ça peut être vraiment très dangereux. Et vous noterez sur la diapo qu'il n'y a pas la tension basse. Ça, c'est important parce qu'en fait, pour avoir une tension basse, enfin, pour la tension, il y a plusieurs éléments. Il y a la volémie, il y a le débit et puis il y a la vasoconstriction. Et en fait, les patients insuffisants cardiaques qui sont en bas débit, en fait, la vasoconstriction, elle marche toujours bien. Donc, ils vont se vasoconstricter et ils vont être en bas débit et en choc cardiogénique, mais sans forcément avoir d'hypotension. Pas attendre que le mec ait 6 de tension pour dire « Oh là là, c'est un choc cardiogénique ». Il peut tout à fait l'être et avoir besoin de d'obus sur ces signes-là.
avant d'être assise de temps. C'est tout bon sur les signes cliniques. Je vous ai mis quelques petits pièges. Donc, pour reconnaître, enfin, il n'y a pas que la cardio qui donne de la dyspnée. Donc, c'est pas la peine, par exemple, de m'envoyer tous les patients dyspnéiques. Vous noterez le placement de produit là. Il y a aussi les causes respi et autres. Donc, généralement, la dyspnée cardio, elle est associée à une orthopnée et à d'autres signes droits comme la turgescence des jugulaires, les œdèmes des membres inférieurs, enfin les œdèmes malléolaires. L'obésité et l'anémie, ça donne une dyspnée, c'est pas cardio. Si vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez faire un test au Lasélix. Si ça marche, c'est probablement que c'était cardio. Et vous pouvez doser les BNP. Et alors, si vous êtes tip top génial, vous pouvez doser les BNP, faire un test au Lasélix, revoir le patient et redoser les BNP. Alors là, vraiment, pourquoi je vous parle des BNP? Il y en a beaucoup qui pensent que je suis une grosse feignante. Pas complètement faux. Mais en vrai, ça, c'est les recos. Si vous avez une suspicion d'insuffisance cardiaque avec une dyspnée isolée et pas trop d'arguments autres, vous devez doser les BNP. S'ils sont à moins de 100, en fait, l'insuffisance cardiaque, elle est éliminée. Et entre 100 et 400, on est dans l'incertitude, et au-dessus de 400, on est sur une insuffisance cardiaque probable. Nous, on voit tous ceux qui ont au-dessus de 100. Donc, on ratisse large. Oui, mais ils sont pas essoufflés. Si on revient à ma diapo d'avant, j'avais dit que c'était une insuffisance cardiaque stable. Donc, ils sont hyper graves. Ils sont en euvolémie, ils sont équilibrés et ils ont des BNP bas. Si toi, ton patient, il est dyspnéique, en fait, tu doses les BNP pour savoir si l'insuffisance cardiaque est responsable de sa dyspnée. Il peut avoir 10% d'FEVG et un Covid. Ah, tu m'as tué là. Oui, c'était une très bonne question. Donc là, la dyspnée aiguë, en fait, un patient qui a insuffisance cardiaque et qui est dyspnéique, il va monter ses BNP parce que le BNP, c'est le marqueur de l'élévation des pressions dans le cœur. Donc, s'ils sont pas augmentés, c'est juste que la dyspnée, elle est pas, je dis pas qu'il est pas dyspnéique, parce que c'est pas la. Et donc, si on a prévu de faire ça dans notre questionnaire, c'est pas juste de la fainéantise, c'est aussi les recours. Pour les œdèmes d'insuffisance cardiaque, généralement, ils sont bilatéraux. S'ils ont un éléphantiasis d'un côté, c'est pareil, pas de la cardio. Les syndromes néphrotiques, l'hypoalbuminémie, ça donne aussi des œdèmes. L'insuffisance veineuse, j'ai oublié les LAMLOR et compagnie. Et l'insuffisance rénale terminale, qu'on a la chance d'avoir des néphrologues dans la pièce. Évidemment, s'il n'y a pas d'urine, il y a de la surcharge. Et si on ne le dialyse pas, il fait un OAP, c'est pas la peine de refaire une écho à chaque fois. Je dis pas ça pour toi, Martin, parce que c'est pas toi qui les demande. C'était pas un message. Juste, donc, j'en ai un petit peu parlé, mais j'insiste, il y a vraiment des patients très graves qui font des bas débits secs, c'est-à-dire, ils ont des signes de bas débit, d'hypoperfusion, des défaillances d'organes, mais ils ont pas de signes de congestion trop graves pour faire des œdèmes. Et ces patients-là, ah oui, la dernière chose, c'est qu'une cardiomégalie à la radio, en contre-plongée sur un fauteuil effondré, c'est pas une cardiomégalie, c'est juste un examen de mauvaise qualité, d'accord? Donc ça nécessite pas une consulte cardio. C'est encore un placement de produit. Donc en gros, qui est-ce qu'on envoie en consulte cardio? Forcément, les suspicions d'insuffisance cardiaque, si possible, en ayant fait un tri avec les BNP. Ceux qui sont insuffisants cardiaques mais qui ont des éléments nouveaux, cardio, d'ischémie, troubles du rythme. Ceux qui sont en rupture de suivi et ceux avec qui on a des difficultés de traitement. En sachant qu'on essaye vraiment en gros, de pas vous les refiler quand on les a identifiés insuffisants cardiaques. On va vraiment essayer de faire le management de bout en bout. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des gaps de cardiologues sur l'île, tout savoir. Ça, c'était comment demander une consulte cardio, je vous l'ai mis. Si on n'a pas d'XCare, on a une petite adresse mail. Donc, ok, on a fait le diagnostic, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va vous présenter des petites fiches qu'on a fait avec Julie. Elles sont magnifiques, elles sont téléchargeables sur le site, le meilleur site du monde que j'ai été, cardiomayotte.fr. Là, comme ça a l'air un peu compact, alors je vous l'ai coupé en deux. Qu'est-ce qu'on fait? On a un patient qui vient pour décompensation cardiaque. Est-ce qu'il est connu insuffisant cardiaque et qu'il a eu une évaluation cardiologique ou au moins ETT dans les 6 derniers mois? Non. Donc c'est une suspicion. On fait des BNP. Soit on l'élimine, soit on lui fait son échographie. Si oui, on cherche pourquoi ce patient qui est si bien traité par le meilleur service de cardiologie du monde décompense. Est-ce que son traitement est insuffisant, qu'il a fait des écarts de régime, qu'on a une cause réversible HTA insuffisance cardiaque? Si oui, on va passer directement après l'évaluation écho. Si par contre on a une cause cardio suspectée ischémie trouble du rythme, on va demander un avis cardio à cette étape-là. Ok. Donc là, c'est tout bien compris. On a ce patient-là. Il nécessite pas d'hospitalisation parce qu'il est plutôt bien, plutôt stable. Il va aller chez lui ou il est dans votre cabinet, il va rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Soit, c'est toujours une suspicion, on ne sait pas trop. Dans ce cas-là, je vous propose de lui introduire des diurétiques 40 à 80 mg per os et de prévoir un bilan complet de facteurs de risque et de demander la consultation cardio. Normalement, c'est demandé comme ça, il va l'avoir rapidement. Du coup, nous, ça va nous permettre de vérifier l'efficacité du traitement, que le patient s'aggrave pas dans l'intervalle, et puis d'avoir tout le bilan pour faire une consulte plus complète. Si le patient est déjà connu, vous pouvez
majorer son traitement, prendre doubler la dose habituelle. Et quand je dis dose habituelle, si le patient a 500 mg prescrit mais qu'il prend 40, la dose habituelle c'est 40. Et si on est sur des grosses doses, vous pouvez faire plus 50%. Et de revoir, si vous avez une cause clinique évidente, de le revoir à J3, voir si c'est passé et reprendre un suivi habituel. Si par contre, il n'y a pas de cause évidente et que ça va pas, nous l'envoyer en urgence. Il est clair l'algorithme? Parce que franchement, on s'est donné là, les flèches, c'était pas simple. Maintenant, le cas où le patient doit être hospitalisé parce qu'il est grave. En gros, est-ce que c'est un OAP? Si oui, vous mettez des diurétiques. Bon, globalement, retenez que vous mettez des diurétiques. Vous mettez des diurétiques, vous mettez des nitrés si la tension est supérieure à 110, vous mettez de l'oxygène, vous le mettez assis, voilà. Est-ce qu'il est en hypoperfusion? Si oui, vous mettez des diurétiques, vous mettez des inotropes et vous appelez le REA. Sinon, vous mettez des diurétiques. En fait, je pensais que la foule en délire allait... Vous mettez donc des diurétiques. Qu'est-ce qu'on met comme diurétique? Soit le patient est complètement vierge de diurétique, jamais vu de sa vie, et donc vous pouvez lui mettre 40 mg IV. S'il est insuffisant rénal avec une clairance à moins de 40, je vous propose de passer directement à 80, parce qu'en fait il va avoir des résistances et que le 40 ça va pas suffire. Si il a déjà des diurétiques, on double sa dose IV. Hop, à 6 heures, on vérifie si ça marche. Comment on vérifie? On regarde avec son pipi. Il faut qu'il ait fait plus de 100 à 150 ml par heure, qui fait du 2,5 litres, 3 litres par 24 heures. Ok, si on est sur les bases de 1000 par 24 heures, c'est pas bon. C'est comme vous, il va pas dégonfler, quoi. Si c'est bien, on répète la dose qu'on a fait toutes les 12 heures. Et si c'est pas bien, on redouble et on double et on double jusqu'à arriver à 1 gramme par 24 heures. On peut mettre au pouce seringue. Si jamais on est vraiment coincé, on peut aussi, petit truc et astuce du cardiologue, ajouter un thiazidique qui va permettre souvent de relancer la diurèse. Par contre, on va pas forcément le garder au long cours parce que là, les deux ensemble, ça va vraiment faire chuter très fort la kaliémie. Ok? Et puis, évidemment, après, on contrôle si ça marche, s'il perd du poids, si les BNP diminuent, si ça améliore cliniquement. Parce qu'évidemment, si on le fait pisser, mais qu'il boit 14 litres, ça va pas marcher. Ça, après, vous pourrez télécharger la fiche, mais on va en reparler plus tard. C'était bon sur la prise en charge en aigu? Pas systématiquement, mais on va le voir là. Alors, les nitrés, j'hésitais à en parler parce que bon, je pense que tout le monde connaît. Le but, c'est d'abaisser la post-charge pour faciliter le travail du cœur. Donc, on va mettre tout ce qu'on peut sans dépasser la vitesse max. Pas combien? Dépasser pas quoi? 6 mg/h? Bref. Le but, c'est de l'envoyer au plus proche de 110 de pression systolique pour vraiment abaisser la pression artérielle diastolique. Ça, c'était pour comment préparer son petit pouce seringue. Pour les diurétiques, ça, c'est la fiche qui est sur le meilleur site du monde. Vous commencez à comprendre. À quoi ça sert les diurétiques? Ça sert à mettre le patient en euvolémie pour qu'il y ait plus de symptômes. Donc, on vise des BNP inférieurs à 100 et on vise une NYHA à 1. Les contre-indications, c'est l'allergie et la déshydratation. C'est plus une non-indication ou une erreur que contre-indication. La prudence, évidemment, c'est si vous commencez des diurétiques alors que le patient est déjà en hypokaliémie, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Donc, il vaut mieux commencer à supplémenter avant qu'il soit trop tard, plutôt que d'attendre, voir que c'est la catastrophe, essayer de mettre un truc IV et que ça marche pas. Ça, on va y revenir, La cible, c'est le volémie. On démarre avec les doses qui ont été dites précédemment. On contrôle l'efficacité. Tac, 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 on va y revenir. Important, les grosses doses de diurétiques, ça donne des crises de gouttes. Donc, si le patient, il revient, qu'il a dégonflé, qu'il est content, mais qu'il a un gros genou rouge, faut pas hésiter à le traiter. Donc, les diurétiques, on l'a vu, l'hypokaliémie, il vaut mieux compenser avant, ça va forcément faire pisser du potassium, surtout si on ajoute les hydrates. Pour l'insuffisance rénale, en fait, ça donne une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle s'il y a une hypovolémie et qu'il fallait pas en mettre. Ok? S'il est en surcharge, ça donne pas d'insuffisance rénale fonctionnelle. Au contraire, il faut monter la dose. Pareil pour la tension, ça donne une hypotension si le patient il est en hypovolémie. Parce que là, il fallait pas en mettre. L'objectif, c'est toujours le volémie. J'ai mis un petit truc sur les diurétiques. Il y a les diurétiques de Lens et les diurétiques thiazidiques. Il marche pas pareil. Celui-là, il va faire beaucoup pisser, celui-là pas beaucoup. Celui-là, il est peu hypotenseur et celui-là, il est beaucoup. Et les deux sont hypokaliémiques. C'est good. En fait, j'avais mis syndrome cardio-rénal, mais c'est plus insuffisance rénale fonctionnelle. Quand on a une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est que le rein, il est hypoperfusé. Ok? Soit il est hypoperfusé parce que le débit systémique, il est bas. Pourquoi? À cause d'un choc cardiogénique. Et dans ce cas-là, il faut mettre du Lasix. Soit parce qu'on est en hypovolémie. Et là, non. Il ne faut pas mettre de l'Azélix. Sinon, il est hypoperfusé, mais le débit systémique, lui, il est normal. En fait, c'est parce qu'il y a tellement de flotte que les reins, ils sont tout engorgés, tout de démaciés comme tout le reste du corps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met du Lasélix. Merci Odile. On avait travaillé ce numéro comique. Bon.
Ça, c'était sur les éléments déclenchants. Si normalement, je vous laisserai le topo sur le meilleur site du monde. Vous pouvez lire cette magnifique liste en anglais de potentiels facteurs déclenchants de décompensation cardiaque. Mais bon, le gros de la troupe, c'est quand même l'inobservance, le traitement pas bien fait, la sortie mal organisée, le délai excessif de prise en charge, la iatrogénie, il y a de quoi se remettre un petit peu en question. Et après, il y a les infos. Ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on fait des bêta-bloquants chez un patient qui arrive pas bien? Eh ben, s'il est en bas débit, il faut les arrêter. Si il n'est pas en bas débit, il faut les maintenir. Ça, c'est les recos. Après, si le patient est en grand OAP, pas en bas débit, ne lui enlevez pas la CPAP pour lui faire bouffer sa ténormine. Ça, c'est sûr, c'est une mauvaise idée. Mais normalement, personne ne le fait. Alors, on a fini sur le traitement aigu. Parfait. On va attaquer le traitement de fond. Alors, qu'est-ce qui est important dans le traitement de fond? Bah, en fait, c'est l'éducation. Parce qu'un traitement de fond pas pris, c'est un traitement de fond qui ne marche pas. Ça, il y a plein d'études, ils ont montré, si ça va pas dans la bouche, ça marche pas. En plus des traitements qu'il faut mettre dans sa bouche, il faut éviter de manger trop de sel et trop d'eau, parce que sinon, on pisse d'un côté, mais on se remplit de l'autre. Il faut savoir être raisonnable, il faut connaître sa maladie, et il faut surtout connaître les signes d'alerte. Parce qu'en fait, c'est un patient qui se laisse gonfler chez lui pendant 10 jours et qui arrive en anasarque total. C'est un patient qu'il va falloir hospitaliser. Alors que s'il était venu avec un gentil œdème rétromalléolaire, eh bien probablement qu'on aurait pu lui mettre un petit coup de Lasélix et qu'il serait rentré chez lui. Je sais pas si vous avez entendu parler à Mayotte, on avait problème de place vitale. C'est important, j'ai entendu. L'activité physique, c'est important. Évidemment, pas quand on est NYHA4, quand on est bien équilibré. Et puis le problème du poids. Plus on est lourd, plus le cœur a de travail à faire. Donc c'est mieux d'être. Je dis ça, mais moi, depuis Noël, c'est là. Hop. Alors là, je sais pas, c'est devenu tout bicolore. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? En 1, on le fait pisser, on le rend euvolémique tout bien. En 2, on lui si le patient a une fraction d'éjection diminuée à 40% ou à moins de 50%, ça marche aussi, mais le degré de recommandation est plus faible. Il y a 4 médicaments qui marchent. On les appelle les 4 fantastiques parce qu'en cardio, on adore fort pourri. Il y a les IEC, les bêta-bloquants, les minéralocorticoïdes et les inhibiteurs SGLT2. Les 4 diminuent la mortalité, diminuent les hospites, diminuent les symptômes. Ok? Ils sont importants. On va y revenir ultérieurement. Et évidemment, il y a des petits trucs qui ont leur importance, qui marchent et qui, pour le coup, marchent pour tous, y compris ceux qui ont une FEVG supérieure à 50%. Ça va être de traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaire, de vérifier qu'ils se désocialisent pas totalement, qu'ils ne fait pas une dépression, etc. De corriger l'anémie, en sachant que pour les FEVG basses, en fait, on corrige la ferritine et pas l'anémie, et que les patients, depuis qu'on dose la ferritine, on se fait des frayeurs. Je crois qu'il n'y a pas de fer sur Mayotte. En fait, ils devraient en mettre dans l'eau, mais en fait, comme on n'en a plus. Les troubles du rythme, c'est pas bien. L'angor, c'est pas bien. Ne pas vacciner, c'est pas bien. Après, comme d'hab, le régime, l'activité physique, la rééducation cardiaque est formidable, mais j'ai mis la diapo un petit peu tôt, hein, ça sera l'avenir. Bien éduquer les patients. Oupsie. Bon, et après ça, c'est un peu des trucs de spécialistes, mais je les ai quand même mis sur la fiche. Donc on va en revenir aux 4 fantastiques. Les IEC, ça c'est super important. Ça va diminuer le remodelage du cœur, ça va améliorer la FVG, à terme améliorer le débit, ça va diminuer la mortalité, vraiment les patients, ils seront mieux. Un patient qui a ça c'est vraiment le traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Les contre-indications, c'est donc la grossesse, la sténose bilatérale des artères rénales, et puis l'antécédent d'angio-œdème. Contre-indique aussi les ARA2. Je sais pas, moi, à interne, j'avais vaguement appris que si on avait un angio-œdème avec les IEC, on pouvait mettre les ARA2. Eh ben non, on peut pas. Quand il y a une hyperkaliémie, une clairance inférieure à 30, c'est tout. C'est prudence, mais c'est pas des contre-indications. Quand? Eh ben, dès qu'on peut, mais on va pas le mettre quand le patient est à bas débit et on va pas le mettre quand la créatinine est en hausse. J'ai bien mis en hausse et pas haute, d'accord? C'est juste on le fait pas en pleine ascension de créate, parce que les reins sont en train de souffrir et les IEC vont pas passer. On démarre à petite dose, on double toutes les 2 semaines, 48 heures en hospice, mais en hospice on va faire des ionos tous les jours, donc le patient est plus surveillé. On contrôle toujours les ionos 15 jours après une modification de dose. Et là, l'objectif c'est la dose max. C'est pas je lui ai mis 2 mg, on est bien content. Non, on y va, on met pas de l'homéopathie. On fait une dose max, c'est la dose maximale tolérée. Les problèmes, ça va être la tension basse, mais en fait, on va se rendre compte qu'un patient bien traité avec des IEC, souvent, il a une meilleure tension qu'au début du traitement sans IEC. L'hyperkaliémie, il y a la marche à suivre. La toux sous IEC, ça, c'est quand même un truc assez fréquent.
en particulier sur les populations noires, qui font plus de toux et plus d'angioëdème que les blancs. Donc, s'ils font tout sous IEC, vous changez pour des ARA2. Et l'insuffisance rénale aiguë, c'est pareil, il y a la marche à suivre. Si la créate double, on surveille. Si la créate plus que double, on arrête. Il faut faire attention aux autres néphrotoxiques. Il faut éviter de tout introduire les traitements en même temps, genre les bêta-bloquants, mettre des AINS parce qu'il a mal au dos, sur un patient qu'on a surtraité qui est hypovolémique. Ça, c'est une diapo que j'aime bien. Donc attention, c'est pourquoi ça donne des insuffisances rénales les IEC. Donc ça, c'est un petit glomérule normal. Il est là, il a son petit débit, il est content, ça passe dans l'artériole afférente, dans le glomérule, dans l'artériole efférente. Ça, c'est quand on a une insuffisance cardiaque ou une hypovolémie. Le débit chute ici. Du coup, pour garantir la pression dans le glomérule, le corps, il est malin, il se dit, tiens, je vais serrer l'artériole efférente. Comme ça, en serrant la sortie, là, je vais monter la pression ici. Parce que là, on est d'accord avec le corps, ok? Mais, on va lui mettre des IEC. Et donc, on va contrer ce mécanisme de défense. Donc, si le patient est vraiment en bas débit, ça va pas passer. Si on lui met des IEC et des bêta-bloquants qui vont être inotropes négatifs, ça va pas passer non plus. Si on le met avec des INS, ça va pas passer. Si on le met alors que le patient est en hypovolémie, ça ne va pas passer. Ok? C'était limpide comme de l'eau de roche. On pourrait y revenir en after après, si vous voulez. C'est vraiment une diapo que j'adore. Un petit mot sur l'Entresto. Normalement, vous n'aurez pas à en prescrire, mais vous pouvez avoir des patients qui en ont. C'est quoi? En fait, c'est un super IEC. C'est le saculapril associé à un ARA2. Donc en gros, on va avoir à peu près les mêmes contre-indications et effets secondaires que les IEC et les ARA2. Chez qui on le met? En fait, normalement, on le met aux patients insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection bien diminuée après un échec d'IEC. Okay, des fois, on le met d'emblée. Mais en fait, d'emblée, on est en indication 2B, B. Mais on le fait quand même. Si, il y a une différence avec les IEC, c'est qu'il coûte hyper cher et qu'il n'est pas disponible au CHM. Donc, on peut le mettre à des patients qui vont avoir les bêta-bloquants, les contre-indications, donc les troubles d'action, l'asthme non contrôlé, l'allergie, prudence sans contre-indication. Tout ça, là, vraiment, je l'ai mis en gras. Vous voyez, je mets pas souvent en gras, c'est que c'est important. Ça se met vraiment sur le patient stable. Parce qu'en fait, au moment où on le met, c'est vraiment inotrope négatif et ça peut faire décompenser le malade. Donc, faut le mettre quand... moi, perso, je préfère mettre les IEC d'abord, bien montés, et ensuite mettre les bêta-bloquants sur un patient qui est bien stabilisé. On y reviendra après, c'est pas la stratégie de tout le monde. Surtout, quand vous les mettez, faut pas les mettre trop fort, faut prévenir le patient que s'il dégoupille derrière... sur le parking, il faut qu'il revienne. Et voilà. Et là, pour le coup, la dose max, c'est la dose max. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir une fréquence inférieure à 60. C'est pas de mettre... vous me mettez pas un patient à 30 parce que vous vouliez mettre à 2. D'accord? C'est pas comme les... On a un objectif de fréquence. Donc ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Ça, voilà quoi. L'impuissance. L'impuissance, c'est important. En fait, ça a mauvaise réputation. C'est pas forcément le pire des médicaments pour les troubles de l'érection. Les pires, c'est les Idrex. C'est pour ça que dans notre protocole HTA, on a mis l'indapamide. C'est l'aldactone. Et si jamais vraiment vous avez enlevé ça et le patient a toujours des troubles de l'érection, vous pouvez changer pour... vous avez mis du bisoprolol, vous pouvez changer pour du nebivolol normalement. Il est un peu vasodilatateur, il aurait un effet un peu positif. Mais surtout, survendez-le. L'effet placebo, c'est bien. Parce que c'était sûrement pas ça le problème. Et le bronchospasme, si vraiment vous avez des questions, regardez au fond de la pièce, la jeune fille avec les dreads et le blanc, c'est notre pneumologue. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions après. Le management des minéralocorticoïdes, Miura. Alors pour qui? Donc ça c'est l'aldactone. Pour qui? C'est comme les deux autres, enfin comme les celui à venir, hein, normalement faut tout leur mettre. Les contre-indications, c'est la grossesse, l'allergie, l'insuffisance rénale et hépatique. Lui pour le coup, faut éviter de l'utiliser avec des clairances faibles parce que ça va faire des grosses hyperkaliémies. Faut bien surveiller les patients. Si jamais ils développent une impuissance et une gynécomastie. La gynécomastie en fait, c'est donc ils ont des seins, mais surtout c'est une gynécomastie douloureuse, pas très belle. Et c'est vraiment gênant pour les patients. Ceux qui ont la sécu 100%, on peut leur proposer de switcher pour l'éplérénone, qui est un médicament beaucoup plus cher, mais qui n'aura pas ces effets secondaires-là parce qu'il n'avait pas trop d'action sur les hormones sexuelles et qui va moins faire baisser la tension aussi. Ok, les doses, je suis pas trop dans les recos et je sais pas s'il faut mettre la dose max. Vous mettez systématiquement vous le dernier des 4 fantastiques, c'est les inhibiteurs SGLT2. Alors, pareil, il diminue les symptômes, diminue la mortalité, diminue les hospitalisations, améliore la qualité de vie. Juste pourquoi est-ce qu'on met un médicament contre le diabète à des insuffisants cardiaques
Eh bien, c'est très simple. En fait, là, dans le tubule, il y a un petit récepteur SGLT2 qui... Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Enfin bref, il échange du sucre et du sel et hop, il le met... Non, c'est ça. Le récepteur, il prend le sel et le sucre et il le remet dans le sang. On n'est pas content. Donc on lui envoie un inhibiteur pour remettre le sucre et le sel dans les urines. Du coup, c'est pour ça que ça marche aussi sur l'insuffisance cardiaque et pas que sur le diabète. Ah non, voilà, j'ai spoilé. Donc, comment ça marche? Les contre-indications, c'est la grossesse, l'allergie, les clairances trop basses parce que c'est des nouveaux médicaments et c'est pas encore étudié, l'hypotension symptomatique. Alors nous on n'a pas trop constaté ce genre de problème. Prudence sans contre-indication, c'est le diabète de type 1 parce que ça peut donner des acidocétoses, les mycoses urogénitales. A priori, c'est assez gênant, mais on n'a pas trop eu de retour actuellement. On débute dans le... Et puis, les interactions sur les hypoglycémiants, les diurétiques, mais ça, on est en train de vous pondre un nouveau protocole diabète qui sera disponible sur le meilleur site du monde. Voilà. Quand est-ce qu'on le met? Dès que possible. Lui, pour le coup, il pose pas vraiment de problème d'introduction. Donc, c'est assez pratique. C'est une dose unique, il n'y a pas de titration. À partir du moment où le patient a une FEVG altérée, on peut l'utiliser. On peut aussi l'utiliser si le patient est diabétique et si le patient est insuffisant rénal ou a une protéinurie. Le seul problème de ce médicament à Mayotte, à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est pas disponible au CHM. Donc en fait, il va être disponible pour les patients qui ont la sécu. Et donc l'ordre dans lequel on les met. J'ai hésité, mais je savais pas lequel était lequel. Moi perso, vous l'avez compris, les bêta-bloquants, à moins que le gars fasse vraiment des troubles du rythme, c'est pas vraiment celui que je mets en premier parce que j'attends qu'il soit bien stabilisé. Mais dans les études, et puis les minéralocorticoïdes, c'est celui que je mets en dernier, une fois que j'ai bien titré les IEC. C'est à peu près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les recos, ils disent on s'en fout de l'ordre, il y a plein d'études, ils ont dit on va mettre ça d'abord, ça d'abord, ça d'abord. Et toutes les études, elles sortent pareil. Donc c'est la popote de chacun. Il y a juste Julie qui a pas le choix parce qu'elle bosse avec moi et que clairement, je suis plus chiante qu'elle. Donc elle va faire ce que je dis. Mais vous faites ce que vous voulez. Donc, quand les patients... Donc ça c'était pour les patients avec une FEVG inférieure à 40. Quand ils sont entre 40 et 50, en fait ça va être les mêmes médicaments avec un degré de preuve moindre. Et quand ils sont au-dessus de 50%, qu'est-ce qui marche? Rien. On retrouve les diurétiques pour quand ils sont en surcharge, pour les remettre en euvolémie. Et après ce qui marche c'est la prévention. Donc vous traitez bien le diabète, bien la tension, mettez des statines s'ils en ont besoin. S'ils sont diabétiques, faut utiliser préférentiellement les inhibiteurs de la SGLT2 qui vont peut-être avoir l'AMM sur qui ont l'AMM sur la FE préservée mais qui sont pas encore dans les recos ni dans les trucs de remboursement. Et puis ce qui marche vraiment c'est la rééducation, comme d'hab. Ça c'est les comorbidités à pas oublier. Hein, les insuffisants cardiaques généralement ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, ils sont insuffisant rénal et il faut tout prendre en charge. Avant la sortie, quand ils sont hospitalisés, il faut faire attention à ce que le patient soit en euvolémie. Euvolémie, ça veut pas dire 2000 de BNP, respire sans oxygène, sans bouger de son lit, avec une perf de l'Azilix. Il faut prévoir la sortie, donc il faut dès que possible faire un relais Péros. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais le Péros par rapport à l'IV, ça a une biodisponibilité de 60% pour faire un calcul de dose. Il faut qu'il soit en NYHA1. Il faut que la titration soit au moins initiée parce que ça va nous permettre de monter les doses. C'est toujours plus facile que de le faire en consulte. Il faut qu'ils aient une fonction rénale stable. Vous ne le faites pas pleine ascension du chungi de la créate, là. Faut qu'il ait compris les signes d'alerte pour pouvoir revenir. Et il faut qu'il ait un suivi prévu. Donc à Mayotte, pour les FEVG altérés, on leur prévoit une consulte 7 jours après avec un iono urécréate. Pourquoi 7 jours après? En fait, c'est simple. Ils rentrent chez eux, ils ont rien compris, ils prennent plein d'eau, plein de sel, ils gonflent. 7 jours, c'est le moment pour les rattraper par les cheveux. 8 jours, c'est trop tard. Le syndrome cardio-rénal, en fait, j'ai remis dans les diapos, mais faut savoir qu'ils sont copains, les reins et le cœur, et que quand ça va mal, ça va mal. Parce que les reins ils entraînent une surcharge, une anémie, plein de trucs d'inflammation, le cœur, le bas débit, les dommages des artères, etc. Et donc quand il y en a un qui va pas, il y a rien qui va. Et les cas cliniques, j'avais mis un point d'interrogation, c'est parce que je me suis dit qu'on a faim, Alors, quand on est insuffisant cardiaque, généralement, on est rarement très très hypertendu. Donc nous, quand ils ont 10 de tension, on est plutôt content, 9 de tension, on est
content. Par contre, l'infirmière, le matin, quand elle nous a dit « Ah bah comme il avait 9, je lui ai enlevé tous ses IEC et son Lasix », on est beaucoup moins content. Parce que, en fait, elle lui a enlevé le truc qui faisait qu'il allait bien. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que la tension, elle va continuer de se dégrader. En fait, les traitements qu'on met, c'est pour aider le cœur. Et généralement, ils ont plutôt plus de tension en fin de titration qu'en début. Ça, c'est important, en fait. Ils vont jamais vous péter le 14 de tension. Par contre, si vous faites sauter les traitements vitaux, ça va pas marcher. Mais alors, vraiment, quand elles ont fait sauter le Lasix, les IEC, qu'elles ont gardé l'Amlor, et ça me donne des envies de meurtre. Alors franchement, je pense que si on les fait tous les jours, on voit déjà une cinétique. Tu me dis si je me trompe. En fait, tu le vois même si ton patient il arrive, il a fait l'OAP flash. Les BNP sont négatifs. Il fait vraiment un OAP, genre il allait bien comme toi et moi, et d'un coup il fait un OAP. Il arrive aux urgences, c'est normal. Quand tu refais le lendemain, c'est monté en flèche parce que tu l'as dosé trop précocement. Ça bouge quand même assez rapidement. Et c'est vraiment un très bon outil de suivi de la congestion et des pressions de remplissage VG. Et c'est même un outil qu'ils ont évalué par rapport au sens clinique. Et c'est très triste à dire, mais c'est mieux les BNP que le sens clinique. Ce qui fait qu'on sera tous remplacés par des robots. On peut avoir des BNP tout le temps élevés. C'est pas bon signe. C'est que soit on a mal fait notre travail, ça c'est plutôt bon signe. On peut faire mieux. Soit le patient est en bout de course et après c'est bilan. Enfin, du coup j'en ai parlé, j'en ai pas parlé, mais les dernières lignes du tableau c'est la greffe, l'assistance et les soins palliatifs. Et comme c'était un topo heureux, je préférais être sur le positif. Et quand tu n'arrives pas à faire baisser les BNP, genre t'as un patient qui se balade à 2000 de BNP, c'est un patient que t'arrives pas à tenir et qui vit pas bien et qui va pas vivre bien longtemps. Par contre, c'est un très bon outil de suivi, donc c'est pour ça que c'est important en sortie d'hospice de doser des BNP, de prévoir un dosage pour celui qui le verra après. C'est vrai que les patients souvent ils ont du mal à dire s'ils sont plus essoufflés qu'avant. Enfin, il y a vraiment un problème de linéarité des symptômes, et donc ils vont avoir du mal à te dire bah si je suis plus essoufflé que la semaine dernière ou moins essoufflé. Et du coup les BNP ils vont être beaucoup plus fiables. Du coup, dans le tableau que j'ai présenté, c'est comme au cabinet. Du coup, si ton patient t'as pas de preuve qu'il est insuffisant cardiaque parce que il a pas de consulte cardio, etc. Tu lui mets ses diurétiques. Tu le préviens que si ça ne va pas mieux, il faut qu'il revienne. Tu prépares son gros bilan pour que moi, quand je le vois, j'ai tous les facteurs de risque. Je vois s'il est diabétique, je vois si il est insuffisant rénal, etc. Et généralement, si tu mets le mec il va pas bien, il est bouffi d'œdème, je lui ai mis du Lasix et il a 800 de BNP. Normalement, il sera trié et dans les 48 heures, il sera... s'il répond à son téléphone. Ça, c'est toujours la limite. Et si on a son téléphone et qu'il répond, pareil. Tous les 15 jours en ambu et toutes les 48 heures parce qu'en hospice tu vas avoir un Yono BNP tous les jours et que tu vas pas le garder hospice. Exception faite du SSR où là ils vont avoir des hospices prolongés, t'es pas obligé de titrer comme sauvage. Mais des fois tu titres comme un sauvage, il faut l'insuffisance rénale et t'as tout perdu quoi parce que tu redémarres faut faire gaffe avec des fois le mieux c'est l'ennemi du bien.